Oui, c'est parfait. Super, donc bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Marianne Sarasoni. Je suis professeure associée à l'IREF, à l'UQAM. Euh, Ravie d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, avant-dernière rencontre de cette série de conférences qui porte sur l'impact différencié des changements climatiques. Un petit mot d'abord pour commencer. La rencontre aujourd'hui va être enregistrée. Si jamais vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement, aucun problème, vous n'avez tout simplement qu'à fermer votre caméra si vous voulez pas apparaître. Et si jamais vous faites une intervention et que vous désirez qu'elle n'apparaisse pas dans l'enregistrement, ça aussi, pas de problème, on va pouvoir s'arranger pour essayer de retirer le tout. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une collègue. Donc Catherine vient, je vais prendre quelques mots pour... je me permettre de te tutoyer d'abord, je le dis à tous puisqu'on se connaît. Et je me permets de te tutoyer. Donc Catherine, je vais te présenter quelques instants. Donc Catherine termine présentement un doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et va débuter très bientôt un postdoctorat à l'Institut de Development Studies de l'Université Sussex. Sa thèse doctorale porte sur les mouvements de résistance à l'extraction de charbon en Inde. Elle travaille depuis près de 8 ans sur l'Inde et sur la politique internationale de l'environnement. Donc, c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Elle a été chercheure invitée au Centre sur le fédéralisme multiniveau situé à Delhi et elle coordonne présentement pour l'Institut d'études internationales de Montréal les formations de l'Institut de la diplomatie du Québec destinées aux fonctionnaires québécois et québécoises. Finalement, elle est aussi directrice régionale pour le Québec de la Fondation Yovo, je ne sais pas si je le prononce correctement, et aussi coordonnatrice de recherche au Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora à l'UQAM. Catherine fait aussi bien d'autres choses, mais vous pourrez la suivre pour essayer aussi recherche notamment via les réseaux sociaux, via LinkedIn, si jamais ça vous intéresse. Donc, Catherine, je me permets de te passer la parole. Oui, super. Merci beaucoup, Marianne, Sarah, qui effectivement qu'on se connaît déjà. Donc, merci à tout le monde d'être présent ce midi. Je reconnais des noms, quelques-uns dans dans le public. Allô, Geneviève. Donc, et François. Donc, voilà. Merci, oui, pour la présentation. La Fondation Louveau, je vais en reparler à la fin de la présentation parce que je pense que ça peut peut-être intéresser quelques personnes là, dans la salle. Donc, je vais partager l'écran. On m'a dit que, bon, on a jusqu'à 1h30. Comme on n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pendant que je parle et tout, tu sais, donc ça peut être un peu plus interactif là, puisqu'on est un petit peu moins nombreux. Juste, Marianne, n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a quelque chose. Parfait. Donc, le sujet de ma conférence aujourd'hui, l'importance des solidarités féministes et translocales que j'aurais pu ajouter et des solidarités en général pour résister à l'ère extractive. C'est le sujet de ma thèse doctorale, mais j'ai essayé d'un peu l'éloigner pour le sujet aujourd'hui, là, dans le cadre des conférences organisées par Marianne, justement sur le lien entre changement climatique, question des femmes, question de marginalité également. Donc, pour commencer, avant de parler, d'y aller un petit peu plus en général, je voulais quand même entrer dans le vif du sujet en partant directement de mes recherches doctorales plus précisément qui ont lieu en Inde. Donc, c'est pour ça que Marianne et moi, on se connaît également. Donc, je m'intéresse au mouvement de résistance contre l'exploitation du charbon dans une des dernières forêts intactes du centre de l'Inde. Donc, on le voit sur la map un petit peu, celle à gauche que vous voyez à l'écran, j'espère bien. Oui, donc on voit il y a un petit peu de noir et tout ça. Donc ça, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de ressources en charbon en ce moment. Et le Chhattisgarh, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais le Chhattisgarh est vraiment où le petit point mauve là, que j'ai fait avec une ligne. Donc c'est cet état-là. Et c'est un état qui est extrêmement riche en charbon. Je m'intéresse à un mouvement de résistance là, qui est en place depuis plus de 10 ans, donc contre l'exploitation dans une des plus importantes forêts de l'Inde. Et c'est dans un contexte d'augmentation des projets miniers au nom de l'intérêt national. Donc, dans le contexte du projet du gouvernement Modi, donc, qui est en place depuis 2014 en Inde, son projet, le Atmanirbhar Bharat, qui vise en fait l'autosuffisance de l'Inde, donc d'utiliser les ressources en charbon de l'Inde pour répondre aux besoins en énergie du pays, mais aussi aux besoins sociaux, donc d'utiliser les redevances, par exemple, du secteur minier pour les investir dans le secteur, pour réduire la pauvreté, par exemple. Le problème, hein, c'est que, et je vais en parler tout au long de la présentation, c'est qu'il y a une augmentation
et partout dans le monde, hein, d'alliances, donc de contrats entre le public et le privé. Donc, l'État va s'associer à des compagnies privées pour justement faire ces projets-là d'exploitation minière et ça participe beaucoup à leur enrichissement et au rôle de plus en plus grand des compagnies privées dans le monde politique et tout ça. Et un des enjeux principaux, c'est que les communautés, souvent des communautés qui sont marginalisées dans leur contexte social et politique, c'est le cas en Inde, mais aussi en Afrique du Sud, au Brésil par exemple, et même ici au Canada, beaucoup de communautés autochtones, ce sont les communautés Adivasi dans le contexte indien, sont au cœur de ce boom extractif-là. On parle de déplacement forcé. C'est pas nouveau non plus, mais on voit des particularités qui sont différentes, que je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, déplacement forcé, manque de compensation adéquate. Les communautés qui sont souvent forcées de travailler avec la compagnie minière sous de fausses promesses. Donc, on va leur dire qu'ils vont avoir qu'ils vont avoir du travail pour un plus long terme, qu'ils vont avoir des meilleurs services et tout ça, et ça ne se produit pas. Ils ne retrouvent pas non plus ce qu'ils avaient avant comme vie. Et c'est le cas donc dans la forêt Asdewaran. On le voit un petit peu dans la carte à droite que j'ai comme c'est zoomé un petit peu, mais c'est vraiment une forêt, donc on voit les gisements de charbon. C'est des communautés, il y a environ 15 000 habitants, plusieurs communautés qui vivent dans plusieurs villages autour de la forêt. Et bon, communauté Adivasi, des bases classes et castes aussi, qui sont des communautés qui sont marginalisées dans le système politique, système social indien. Et ces communautés-là vivent beaucoup de la forêt. Et donc, lorsqu'il y a la compagnie minière arrive, eh bien, ils se trouvent en fait avec, ils n'arrivent pas à retrouver leur vie qu'ils avaient, qui est un lien direct avec la forêt, qui est d'avoir des moyens de subsistance par l'entremise de la forêt. Et aussi, on a un enjeu important qui est l'absence de l'État. Souvent, donc, je ne dirais pas l'absence de l'État, l'État est là quand même, mais manque de services hein, dans les régions rurales de l'Inde, où est-ce que donc la compagnie minière se présente un peu comme étant celle qui va pouvoir octroyer ces services-là, mais au détriment donc de l'exploitation du charbon et donc de la destruction de leur environnement. Donc, les communautés se retrouvent dans un entre-deux extrêmement difficile. Donc, je voulais commencer en vous parlant de ce cas-là parce que je trouvais que c'était important de parler en fait des impacts, de vous montrer quelques impacts qu'on a, que j'ai découvert dans ma thèse et avec les échanges avec les personnes qui travaillent avec les communautés sur les impacts de l'extraction minière à cet endroit-là précis pour après ressortir justement sur l'importance des solidarités féministes au plus large et sur de s'intéresser aussi à l'extraction minière, surtout aujourd'hui, contexte de crise climatique et en lien avec les droits humains également. Donc, dans les impacts hein, qu'on peut remarquer dans la région Asdewaran, donc c'est des impacts sur la vie des personnes, des femmes beaucoup, des personnes de basse classe, caste, des Adivasi, comme je l'ai mentionné. On parle de perte de moyens de subsistance, donc qui venait beaucoup de la forêt. L'impact est disproportionné sur les femmes en raison de la question de l'accès et du contrôle genré des ressources. Donc, même s'il y a beaucoup de communautés quand même en Inde, et ça, Marianne pourrait en parler, mais qui ont des traits matriarcaux quand même, les recherches montrent que comment que l'arrivée d'une compagnie minière apporte de la violence puis participe aussi au transfert vers des sociétés encore plus patriarcales. Et une des raisons, c'est que justement la mine va valoriser par exemple le travail des hommes. Donc ça va venir comme débalancer les rapports sociaux. Donc si par exemple il y avait des traits plus, les femmes et les hommes étaient plus égalitaires, ben, la mine vient comme créer de nouvelles structures sociales. Aussi, un des enjeux, vient de la nature quotidienne de la dépendance des femmes avec la nature. Un des entretiens que j'ai eu avec Bipasha Paul, qui est une femme qui travaille avec les communautés d'Asdewaran, qui résiste contre les projets d'extraction, va dire que la forêt est quelque chose d'associé aux femmes à Asdeo, car ce sont elles qui l'utilisent le plus dans leurs tâches quotidiennes et pour subvenir aux besoins de leur famille. Et un des exemples que je trouvais vraiment marquant, puis qui reflète bien le lien entre les femmes, par exemple, et les animaux de la région, c'est une femme qui va dire il y a des chèvres partout dans la région Asdeo-Aranya, plus saines et plus actives que les bovins. Elles sont souvent utilisées pour la viande et le lait quand les arbustes sont secs. Un lien important s'est forgé avec les femmes qui les utilisent pour nourrir les enfants mal nourris. Donc, on voit que comme l'interdépendance qui se crée, donc l'absence de l'État, le lien important que les femmes vont développer avec les chèvres de la région et comment que justement l'extraction minière vient défaire toute cette interdépendance-là qui s'est créée pour subvenir aux besoins des familles, des communautés qui y sont. La question des droits forestiers aussi qui est centrale lorsque les communautés sont déplacées.
les femmes notamment, mais aussi, donc c'est pour ça une approche intersectionnelle est très importante, on pourra en reparler. Mais bon, dans ce cas-ci, les femmes vont se retrouver, par exemple, sans terre et les mécanismes de passation des terres sont régis par des règles coutumières où est-ce que donc, les femmes ne se retrouvent, si par exemple elles n'avaient pas de terre ou c'est elle qui s'occupait de la terre, ben là, si on les déplace, il y a les mécanismes de passation, elle va se retrouver avec pas de terre ou une difficulté à retrouver ça ailleurs. Et aussi, l'identité sociale n'est pas positive pour les femmes par rapport à la possession d'une terre. Donc, les hommes qui possèdent des terres, c'est valorisé, mais il y a une stigmatisation au niveau des femmes parce que, par exemple, on va l'associer au fait qu'elles sont veuves peut-être, ou donc ça va être moins vu positivement. Donc, la dépossession se croise aussi avec la classe, la caste, le genre, d'autres structures de pression aussi, parce que c'est pas juste les femmes, mais vraiment les basses classes et castes qui sont dans ces lieux-là, les adivassis également. Il y a des rapports de pouvoir entre ces communautés-là, mais tout ensemble, donc il y a vraiment un accroissement des inégalités et des mécanismes de pression avec l'industrie minière qui arrive. Un des aspects qu'on a remarqué aussi, c'est que j'ai vu dans mes recherches, c'est les forêts comme ligne de vie, hein. Donc, le lien est vraiment fort qui est développé entre les communautés et la forêt, parce que les forêts, par exemple, est le lien entre les générations. Donc, on va avoir enterré les morts, par exemple, au pied d'un arbre plusieurs dizaines, centaines d'années avant. Et c'est ça qui fait le lien entre les générations. Et donc, quand la compagnie minière arrive puis va dire, ben, je détruis cet espace-là, et bien là, il y a vraiment une coupure qui se crée dans la communauté et c'est vraiment douloureux au niveau émotionnel et au niveau... c'est très violent, en fait, et ça, je vais en parler de ce type de violence-là. Atteindre des espaces sacrés, donc, qui sont ancrés dans l'écosystème. Je me souviens dans mes recherches, un homme qui disait, on ne comprend pas pourquoi qui n'épargne pas cet arbre-là, qui est l'arbre où est-ce qu'on vénère notre dieu ou une déesse. Donc, pourquoi qu'ils ne l'épargnent pas, puis qu'ils vont tout enlever ça dans le processus extractif sans prendre en considération ce lien qu'on a avec cet arbre-là, par exemple. Sinon, une augmentation des conflits socio-naturels avec les éléphants. Donc, la région Asdewaran qu'on voyait, que j'ai remis à l'écran, là, c'est un passage là, pour les éléphants sauvages, donc qui partent justement du Jharkhand, qui est l'État juste à côté du Chhattisgarh, puis qui s'en vont dans le Maharashtra. Donc, c'est vraiment un passage d'éléphants sauvages. Et en créant justement, avec l'extraction minière, il y a des fractures qui se créent et les éléphants ne savent pas où passer, donc ils finissent par passer dans les villages. Ça crée des méga conflits avec les communautés qui, auparavant, vivaient en cohabitation avec ces éléphants-là. Donc, c'est tout... donc, c'est un des impacts qui en ressort. Sinon, peur du déracinement, donc vraiment des sentiments de peur et, bon, assurément, de la violence physique aussi, arrestation, violence faite aux femmes là, dans certains cas. Donc, les impacts sont profonds, sont multidimensionnels, sont difficilement quantifiables. C'est des formes de violence, comme je vais le montrer, mais c'est aussi des sources de résistance puis de solidarité. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, de l'importance des solidarités féministes et translocales, transnationales également, pour résister à l'ère extractive. Donc, qu'est-ce que l'ère extractive? Hein? Pour moi, c'est sûr que c'est le cas c'est le sujet de mes recherches, donc je suis vraiment sur ça, mais pour moi, c'est un des plus grands enjeux aujourd'hui en termes de questions des droits humains, de changement climatique. C'est notre dépendance aux ressources naturelles, c'est la dépendance à l'extraction minière, puis on pourrait même reparler aussi de tout ce qui se passe là, avec les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, hein, qui sont basées aussi sur l'extraction. Comment c'est important finalement de s'intéresser au processus extractif. Puis je peux définir en avance qu'est-ce que j'entends par processus extractif. Hein. C'est vraiment toutes les étapes de l'extraction. Donc on parle vraiment autant des politiques publiques que des lois, que toutes les étapes d'un projet d'extraction de charbon, où est-ce qu'on va par exemple, la déforestation, donc il faut enlever la forêt, ensuite on va creuser, puis donc il y a plusieurs étapes et donc comment qu'on peut donc c'est ça, repolitiser ça et s'intéresser aujourd'hui à cette grande industrie-là qui nous paraît un petit peu déconnectée de nous, mais qui a des impacts vraiment réels. Donc, il y a une augmentation significative dans les 10 dernières années, je pourrais dire, ce boom extractif, comme je l'ai mentionné au début.
dans plusieurs pays. Donc, c'est dévastateur sur l'environnement, mais c'est aussi très violent. Puis ça, c'est vraiment, c'est montré beaucoup dans les recherches. Donc, par exemple, Judith Shapiro, John McNish sont deux auteurs qui ont travaillé beaucoup sur cette terre extractive-là. Nandini Sundar, c'est une prof à GNU, à Delhi, qui va dire qu'on est dans le siècle des contrats publics-privés. Puis les auteurs, autrices vont parler justement de la politique de la violence. C'est pas nouveau, ça a souvent été violent, les enjeux extractifs. Donc, bon, puis justement, des personnes dans la salle qui travaillent sur les enjeux extractifs au Canada en lien avec toutes les communautés, nations autochtones présentes ici. Donc, c'est très violent, mais là, il y a vraiment si on veut, une politique de la violence. L'extractivisme, hein, c'est un concept qui émerge surtout des études critiques en études du développement, surtout des coloniales, par exemple Eduardo Gudinas, Alberto Acosta, qui sont en Amérique du Sud. Mais c'est aussi un concept qui a été repris beaucoup en Asie, en Afrique, pour référer au phénomène colonial et impérialiste qui accompagne encore aujourd'hui l'extraction des ressources naturelles dans plusieurs pays, puis ça, c'est tant au nord qu'au sud. Et donc, la violence et la destruction des liens et des écosystèmes sociaux, politiques et économiques des communautés, souvent marginalisées, donc pour enrichir les grands centres. Donc, on est encore dans cette dynamique-là. C'est juste que les centres vont changer. En fait, une des particularités aujourd'hui de l'extractivisme, c'est qu'avant, on avait vraiment, par exemple, un pays qui, par exemple, beaucoup la France en Afrique, possédait, si on veut, euh, était en charge, en fait, du contrôle direct des sources de production. Donc, il y avait vraiment un contrôle du pays où est-ce qu'on prend les ressources pour s'enrichir. Aujourd'hui, le centre, si on veut, il y a comme des nouveaux centres opérationnels et c'est là que les multinationales jouent un rôle vraiment important, qui sont en charge du flux des ressources et qui vont dire, ben nous, on s'en va extraire là, puis après ça, on s'occupe de distribuer ça ailleurs, de concentrer ça ailleurs. Donc, il y a vraiment plusieurs centres, si on veut, qui sont en charge de cette extraction-là et justement le rôle des multinationales et en Inde, hein, comme je sais plus si je l'ai mentionné, mais en Inde, c'est la multinationale Adani qui est une énorme multinationale que je pense qu'on ne parle pas assez ici, hein, qui est une des plus grandes richesses mondiales. Bon, ça s'est moins bien passé pour lui dans les derniers mois, si je peux dire ça, ou très bien passé pour nous, mais il possède énormément de choses et il est très proche du gouvernement indien en ce moment. Donc, Adani et le gouvernement et Narendra Modi sont très proches et justement, il devient comme en charge. Donc, ce n'est plus l'État tant que ça, mais c'est cette multinationale-là qui a le plus de pouvoir dans ça. Donc, ça devient extrêmement difficile au niveau des enjeux démocratiques aussi. Hein, donc, le pouvoir est dans les mains de qui? Et donc, on voit un enrichissement de l'État, de compagnies minières privées de plus en plus par cette exploitation-là. On voit, bon, il y a le concept de néo-extractivisme aussi qui est très important, qui est justement cette nouvelle tendance d'exploitation au nom du développement de l'État. Donc, où est-ce qu'on va, l'État va dire, on a plusieurs ressources, donc on va utiliser ces ressources-là pour justement développer notre propre État, mais que les pratiques derrière l'extraction minière sont les mêmes, sont violentes, puis donc sont les mêmes que, par exemple, que ce qui se faisait avant. D'autres formes d'extractivisme aussi, hein, on va voir, par exemple, remplacer l'extraction de ressources naturelles par la production agricole intensive, la monoculture, qui est une autre forme de destruction et qu'on le voit beaucoup quand même en Afrique, la Chine qui est très présente en Afrique. Donc, destruction, extraction, de contrôle des terres, ça exacerbe les tensions entre les communautés parce que donc on vient quand même utiliser une grande partie de terre pour extraire et amener ailleurs. Donc, je trouvais ça important quand même de parler de ce concept-là d'extractivisme qui est, selon moi, extrêmement important aujourd'hui pour comprendre la complexité de ce processus-là qui est distinct au sein du capitalisme et qui est intrinsèquement lié. Je vous ai mis aussi ici à l'écran des particularités donc, de l'extractivisme. D'abord, j'ai mis ici la multiscalarité, hein, donc la nature multiscalaire. C'est de dire que les pratiques extractives sont à la fois ancrées dans des localités particulières et enchevêtrées dans des relations de pouvoir qui sont locales et mondiales. Donc, c'est un processus qui est énorme, mais qui a des impacts
local, très concret, et qui crée de la violence au niveau de la structure. Et quand je dis de la violence, c'est que ça facilite en fait les processus. Donc, il y a plein de politiques, de lois qui vont être mises en place pour faciliter les projets extractifs à l'échelle locale. Euh, donc, il y a, comme je l'ai mentionné, plusieurs échelles Katharina Glab et Kirsty Stovall vont présenter ce qu'elle appelle la politique de la violence, comme je l'ai dit tantôt, et vont dire que c'est inséparable du capitalisme et de sa diffusion à travers le monde parce que le capitalisme dépend de l'utilisation croissante, de la financiarisation et de la privatisation de la nature et des ressources naturelles. Et et un des enjeux, c'est que l'extractivisme est présenté comme une nécessité, comme un élément vital pour le bien-être d'une nation. Donc, c'est pour ça que ça revient à ce que je disais par rapport à l'Inde qui présente ça comme étant dans l'intérêt national, alors que ça cache en fait des des processus violents. Et j'essaie de passer là, sur cette partie-là qui est un peu plus théorique. Voilà. Et donc, la politique de la violence, c'est pour revenir aux exemples que je vous ai mis en introduction en parlant de l'Inde, c'est que la violence peut être, oui, structurelle, comme je l'ai dit, peut être physique, donc assurément, hein, quand on tasse et on le vu beaucoup dans le contexte canadien, on va tasser des communautés, bon, de la violence qui peut être directe, mais aussi de la violence qui est lente. Et c'est là que les changements climatiques, ça embarque et devient extrêmement important. On peut penser ici à la pollution de l'eau, hein, des sols qui vont affecter à long terme la santé des populations. Donc, on parle d'une violence qu'on ne voit pas sur le coup, mais qui est lente, peut-être parfois invisible, et que c'est vraiment à long terme qui va avoir un impact assez important. Et on l'a déjà vu, on le voit déjà. Mais l'idée, c'est de rendre visible cette violence-là. Sinon, la violence ontologique, on peut penser à la destruction des espaces sacrés, comme je l'ai dit tantôt, avec l'Inde qui défait drastiquement le sens que donnent les communautés à leur vie. Ça participe à l'exacerbation des inégalités. Encore une fois, c'est pas nécessairement direct, mais c'est des violences qui sont à plus long terme. Et je vous avais mis une petite ici. Donc, ça produit des victimes invisibles. Donc, on veut cacher on invisibilise en fait l'impact que ça a sur les communautés. Donc, les gens sont traités comme étant infiniment mobiles et déracinables, ce qui fait que leur déplacement apparaît comme un sous-produit acceptable de la production de richesses et de la création de diverses formes d'ordre public. Lorsque le développement est considéré comme bénéfique, comme dans l'intérêt national, il rend les souffrances des personnes déplacées invisibles. Et cet aspect de invisibiliser les victimes ou les gens qui vivent dans les contextes extractifs, je vais en revenir très bientôt quand je vais parler de l'importance des solidarités, justement. Une autre des particularités de cette ère extractive, c'est vraiment la criminalisation. Puis je l'ai dit un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt, c'est que les personnes défendant la terre et qui résistent sont considérées comme délinquantes, comme terroristes, comme menant à l'utilisation de la violence et même à des meurtres et des protestataires. Donc ça, on le voit de plus en plus. On l'a vu beaucoup au Brésil. Ça change un petit peu avec le nouveau gouvernement, mais en Inde, par exemple, il y a un renforcement des lois, donc des lois antiterroristes, où est-ce que toutes les personnes qui vont, donc les environnementalistes, les gens qui vont vouloir résister à un projet d'extraction minière ou qui vont juste s'opposer aux pratiques, hein, parce que des fois, c'est pas que les communautés ne veulent pas du tout le projet d'extraction, mais elles veulent des redevances ou elles veulent travailler, elles veulent avoir des services en échange. Mais là, il y a vraiment une criminalisation de l'activisme anti- extraction minière et on va présenter ça en Inde surtout comme étant une attaque à l'intérêt national. Donc, on voit comment c'est ancré à la fois dans le discours politique, dans la structure, parce qu'on met des lois justement pour criminaliser ces personnes-là. Et donc, ça limite en fait hein, l'espace d'action et de résistance. Et une dernière particularité de ça que je trouve qui est très intéressant et qui vient beaucoup des recherches féministes, c'est le fait que l'extractivisme, c'est hétérotemporel. Donc, on parle de une temporalité. Hein. Donc, le projet extractif se met en place. Donc, les compagnies minières arrivent, font la déforestation, extraient la ressource et ensuite partent. Bon, des fois, il y a des politiques de réadaptation, c'est pas toujours le cas, ou de réhabilitation des terres, etc. Mais c'est vraiment comme dans un temps unique, alors que les communautés qui habitent là vivent souvent dans plusieurs
temporalités. Donc, par exemple, en Inde, on va beaucoup voir les temporalités religieuses, spirituelles, culturelles, des temporalités qui sont liées au cycle écologique. Donc, justement, d'avoir l'agenda qui est lié au mousson, par exemple. Donc, c'est vraiment des temps qui se rencontrent. Et bon, ça, quand je dis que c'est une caractéristique de l'extractivisme, c'est qu'il faut comprendre comment que c'est l'impact que ça peut avoir à long terme, justement. Nous, on voit ça comme un projet minier, il y a telle date, il commence à telle date, finit à telle date, mais pour les communautés qui sont là et autour, et même l'environnement naturel, c'est beaucoup plus long que ça, l'impact, là. C'est à long terme. Donc, c'est dans ce contexte que je voulais vous parler de l'importance des résistances. Parce que dans ces contextes-là de violence, comme c'est le cas en Inde, mais aussi au Brésil, plusieurs pays d'Afrique, en Mozambique par exemple, en Afrique du Sud, même ici au Canada, des communautés, mais surtout des femmes, posent des actions de résistance. Elles vont s'allier pour résister aux pratiques extractives. Et je pense que là, il y a des germes vraiment importants pour justement résister à cette ère-là, du moins dans la mesure du possible, et d'effectuer peut-être justement une sorte de mouvement par la base là, pour résister à ces pratiques-là qui sont violentes et qui sont lourdes également. Euh, la résistance, en fait, puis je l'ai déjà mentionné, mais ça se présente comme une façon de repolitiser justement les processus extractifs. Puis l'idée, c'est de visibiliser, de rendre visibles ces processus-là, puis l'impact qu'ils ont sur les communautés. Euh, donc, un pacte qu'on tente finalement de visibiliser par la violence, mais surtout par la criminalisation des mouvements. Donc, on veut comme rendre visibles ces processus-là pour dire voici ce que ça fait concrètement parce qu'on cache beaucoup, c'est beaucoup caché et justement les compagnies minières de plus en plus tentent de mettre en place des lois pour justement faire taire un peu puis rendre encore plus invisible l'impact de leur projet sur les communautés. Donc, l'idée avec les résistances, c'est de rendre visible à nouveau ces impacts-là. C'est aussi de résister aux méta-narratifs du développement, hein, parce que cette idée-là du développement en Inde, on le voit beaucoup, puis je l'ai vu énormément dans les données pour ma thèse, c'est que il y a un refus du développement tel qu'il est présenté, tu sais, puis le développement en Inde, justement, lié à l'intérêt national, c'est comme si, bon, il faut faire des sacrifices hein, pour aller à ce développement-là, sauf que le sacrifice est énorme pour des populations qu'on déracine et qu'on tue parfois au nom du développement de qui. T'sais, donc là, il y a vraiment, et en Inde, c'est beaucoup les classes moyennes et même les hautes castes qui en bénéficient le plus, hein, parce qu'en Inde, les inégalités sont énormes, des gens extrêmement riches, des gens extrêmement pauvres. Donc, résister, c'est une façon de dire que non, on refuse ce développement-là. Et on voit à travers le monde donc une créativité dans les mouvements de résistance. Alors, je pense que c'est l'autre. Ah, ah oui, non, c'est ici. C'est bon. On voit les images là, que j'ai mis en bas. Par exemple, en Inde, les femmes dans la région Adéoran, qui est la photo du milieu, ont repris l'action c'est le mouvement Chipko, hein, qui faisait une campagne d'étreinte d'arbres dans la fin des années 70. C'était une première fois qu'on voyait une reprise là, vraiment en Inde d'un gros mouvement comme ça de femmes qui s'allient autour des arbres pour dire non, on veut pas que vous les coupez. Puis les communautés se sont alliées en brisant les frontières de caste et de classe, qui n'est pas tout le temps facile en Inde. Donc, on a des communautés adivasi avec des Yadavs qui sont comme dans les basses classes castes, des femmes et qui se sont alliées ensemble, donc dans plusieurs villages de la région Adéoran pour faire valoir leurs droits. Ils ont marché jusqu'à la capitale Raipur, qui est la capitale du Chhattisgarh. Donc, il y a vraiment une créativité. Ça, là, je vous donne des exemples en Inde, mais il y en a ailleurs également. Et c'est pour ça que je reviens à l'importance des résistances, c'est que en raison du caractère multiscalaire de l'extractivisme, donc du fait que l'extractivisme se déploie à plusieurs échelles, ben, il faut aussi que les résistances soient à plusieurs échelles. Puis pour ça, ben, ça part de l'idée, c'est de partir de la base, puis de trouver des façons pour partir de ces expériences localisées-là, de ces expériences vécues en lien avec l'extractivisme, puis de dire ben, comment qu'on peut influencer le système ou essayer de rendre visible qu'est-ce qui est discriminant, qu'est-ce qui est violent dans le système par rapport au processus extractif. Et c'est là que les recherches féministes, je pense aux écoféminismes, à l'écologie politique féministe, économie politique féministe également, les recherches intersectionnelles, décoloniales, postcoloniales. Donc, c'est là que sont vraiment cruciales parce que ça donne les outils pour mieux comprendre ces expériences-là,
rendre visible la violence lente, par exemple. Donc, on parle souvent de la violence physique directe, de dire, bon, il y a eu des arrestations, il y a eu donc, il y a beaucoup, on peut parler des violences physiques, mais les violences lentes sont celles qui, dans mes recherches, émergeaient le plus. Donc, de la peur, vraiment plus d'espoir en l'avenir. Ça, c'était incroyable, tu sais, de dire, ben, on sait même pas où est-ce qu'on s'en va à cause du projet. Où est-ce qu'on va, nous, tu sais, donc, on fait quoi face à ça? Donc, les recherches féministes donnent vraiment des outils conceptuels, analytiques pour prendre en compte les expériences, mais aussi pour défaire la binarité, donc développé, non développé, par exemple, puis pour questionner l'entre-deux dans lequel les communautés sont laissées dans les milieux extractifs. Donc, quand que je disais que la compagnie minière arrive, extrait la ressource, et qu'elle s'en va, mais il y a comme un entre-deux. Donc, c'est faux de dire que le discours du développement va dire ben, ah non, mais c'est pour le développement, mais les communautés dans les milieux extractifs, comme c'est le cas à ASDO, pour eux, il y a un avant qui est leur vie dans la forêt et tout ça. Et là, il y a l'extraction minière qui arrive, puis ils sont comme laissés dans un entre-deux parce que la compagnie minière sont face à une forêt qui est détruite. Et là, bon, là, il y a des politiques de réhabilitation et tout ça, mais elles sont souvent pas appliquées, sont manquantes. L'État n'était pas là avant, donc l'État n'est pas plus là quand l'extraction minière s'en va. Donc les communautés sont comme dans un entre-deux. Et ça, les études féministes permettent de questionner avec les expériences vécues cet entre-deux-là dans lesquels les communautés sont laissées. Ça permet surtout de lier les processus extractifs à plusieurs autres systèmes d'oppression, au capitalisme, au système classiste, patriarcaux, le racisme, de classe, capacitiste, parce qu'on réalise que justement, la plupart des projets d'extraction minière sont tout le temps dans dans les lieux où est-ce que les communautés les plus marginalisées dans leur contexte social et politique sont. Et ça participe à l'exacerbation, donc les femmes ont encore plus d'impact, les communautés adivasi. Donc là, les recherches féministes permettent de mieux comprendre cette imbrication-là. Et au niveau justement des solidarités, moi, ce que ça m'a amené à voir dans mes recherches, d'avoir une approche, par exemple, d'écoféministe, d'écologie politique féministe, là, je vous ai donné quelques exemples d'outils, donc de concepts, si on veut, sans toutes les nommer, là, mais donc, ça me permettait de regarder les expériences localisées de la violence. Donc, un concept, par exemple, de Farhana Sultana qui dit qu'il faut s'intéresser aux émotions qui sont géographiquement situées. Donc, de s'intéresser, de voir les émotions comme un concept analytique pour comprendre justement la portée de l'impact de l'extractivisme. Donc, justement, quand je disais tantôt la peur du déracinement, ben, c'est gros de dire quand plusieurs personnes vont dire, oui, on a peur, on a vraiment peur, tu sais, d'être déraciné, on a peur de la violence, on est inquiet, on est fâché, tout ça. Puis là, il y a plusieurs, c'est un sentiment commun qui permet de voir l'impact, mais qui permet aussi de comprendre beaucoup mieux les résistances, puis euh, jusqu'où les moyens, en fait, les stratégies que les communautés peuvent développer par la suite pour résister et se solidariser. Connexion corps-territoire, justement pour mieux comprendre le travail des femmes qui est quotidiennement lié à la terre, la forêt, les animaux. Donc, c'est pas, hein, ici, c'est important tu sais, c'est pas le lien essentialiste là, entre les femmes et l'environnement. Là, je parle ici d'un travail quotidien. Et l'exemple des chefs, je pense que c'était un bon exemple justement pour montrer que cette interrelation-là quotidienne dans le travail des femmes avec leur environnement. Et c'est pour ça que, par exemple, qu'à ASDO, elles étaient au devant des résistants. Catherine, je te demanderais peut-être un Oui, petit dernier 5 minutes pour qu'on puisse oui, avoir le c'est temps ça. de discuter. Parfait. Oui, il me reste une slide, fait que c'est parfait. Super. Donc, oui, et sinon, bon, revalorisation, par exemple, de la nature, donc c'est de revaloriser, donc pour les communautés, la valeur hein, n'est pas monétaire. Donc, quand il y a quand on veut mettre des politiques de compensation, puis de dire, ben, on va vous donner un montant, bon, il y en a qui vont l'accepter, mais à long terme, ou même à moyen terme, les impacts, c'est pas longtemps après que même les communautés elles-mêmes vont dire, oui, on a accepté sur le coup, mais après ça, tu sais, nous, on avait notre nourriture gratuitement avec la forêt, puis là, vous me donnez de l'argent.
Puis là, ça a fonctionné pendant quelques mois. J'ai acheté plein de choses, mais après ça, je fais quoi? Tu sais? Puis c'est ça. Puis en plus, ça, c'est lié à des gros problèmes qu'il y a, notamment en Inde, sur les enjeux d'emploi pour les jeunes, pour plusieurs. Là, donc, un manque d'accès à l'emploi formel et bon, surtout formel, mais très informel également. Euh, donc, la différence d'une approche féministe ici, hein, c'est que ça vise une transformation qui est sociale. Ça permet justement de lier les pratiques extractives à l'exploitation des femmes, des groupes marginalisés, comme je l'ai mentionné. Et donc, pour la dernière slide que je voulais mettre, c'était il faut, selon moi, et bon, à la lumière de mes recherches, hein, renforcer les solidarités. Il y en a déjà, c'est pas, c'est pas nouveau ce que j'apporte ici. Mais pour justement revenir à mon cas de l'Inde, plusieurs villages se sont alliés pour partager leur expérience puis leur stratégie de résistance. Elles ont fait ce que Ashish Kothari, qui est un activiste indien, et Kiji Joy appellent une coalition arc-en-ciel de mouvements sociaux de base. C'est-à-dire qu'elles ont forgé des solidarités sur la base de leur expérience partagée. Donc, plusieurs communautés qui vivent des enjeux en lien avec l'extraction minière se sont associées ensemble pour faire une sorte de fertilisation croisée des idées, puis pour faire ressortir les liens complexes qu'il y a entre les droits économiques, sociaux, politiques, les droits écologiques également. Et donc, ça participe en quelque sorte pour déconstruire cette violence-là structurelle puis les pratiques qui sont liées. Donc, on parle d'alliances, par exemple, avec des personnes avocates, des petites ONG locales, entre les communautés dont la solidarité n'est pas commune, si je peux dire ça ainsi. Donc, par leur alliance, ont permis de faire des ponts entre les impacts, justement, comme je l'ai dit, du colonialisme et tout ça, mais vraiment et je le voyais dans les résultats, dans les données, on faisait des liens avec de plus en plus les communautés, à force de résister. Ils disaient, ben oui, mais on est toujours dans la même logique que le 30, 40 ans quand on était, plutôt 70, 80 ans quand on était sous la colonisation britannique. Donc, ils faisaient des liens avec le colonialisme. Donc, on voit que le fait de s'allier ensemble, ça me donnait une force et ça leur permettait de faire des liens avec des systèmes plus grands puis de justement demander de la responsabilisation de l'État, des compagnies minières, tu sais. Euh, donc, c'est ça. Donc, dans le cas d'ASDO, ça me permettait de mettre en lumière les types de violences, comme je l'ai mentionné. Euh, Sinon, également aussi au niveau de les solidarités, ça permet de partager les stratégies. Euh, L'idée, c'est pas de romancer le local, hein, de dire que faut vraiment tout va bien, là, il y a un lien avec la forêt, et là, il faut résister à l'extractivisme et tout ça. Donc, faut garder les liens de proximité avec la forêt. C'est vraiment des enjeux qui sont complexes, des liens avec la forêt qui se sont développés à travers le temps, une interdépendance matérielle, symbolique, etc. Donc, il faut reconnaître la gentilité de ces personnes-là, des différentes pratiques, puis de voir comment que le travail collectif, et c'est là que la solidarité devient importante pour élever. Et peut-être que je peux conclure sur ce point-là par rapport à la solidarité, c'est que ça permet, ce que j'ai vu, c'est que ça permettait de garder espoir, en fait. Ça a l'air banal, mais je l'ai vu également dans notre recherche. Donc, un mouvement, par exemple, des autrices féministes, là, Mariana Fernandez, qui est une activiste brésilienne de la World March of Women, puis Indira Dedeus, qui est une femme du Forum Muller en Mozambique. Ils ont participé à la création d'un réseau de femmes contre l'extractivisme, donc le Women, entre des femmes donc Mozambique, de l'Angola et du Brésil. Puis ils disaient que leur partage d'expérience face à l'extractivisme, ça leur permettait ça avait comme un powerful effect parce que ça leur permettait de voir qu'elles ne sont pas seules et que les pratiques extractives sont sensiblement les mêmes et ont les mêmes impacts partout dans le monde. Et ça, je trouvais ça puissant parce que quand je liais ça à mes résultats de thèse sur justement l'impact de l'extractivisme puis l'impact que ça a sur les vies, mais peu importe, c'est très lié au contexte, mais finalement, il y a des liens énormes entre les impacts que ça a. Et c'est là que la solidarité devient extrêmement importante et la solidarité translocale, donc en diverses localités, transnationales, en plusieurs États. Donc voilà, je vais conclure juste sur ce petit point-là parce que c'est cher pour moi. Donc, et bon, on pourra parler
On pourra en parler après, mais donc merci. Je voulais juste conclure donc, sur l'importance pour moi de l'extractivisme puis que ça soit davantage politisé, parce que les compagnies minières travaillent beaucoup pour criminaliser les mouvements de résistance. Donc, il y a un activisme qui est fait de la part des compagnies minières pour justement criminaliser les mouvements. Donc, les solidarités viennent ici, peut-être, c'est d'essayer de travailler à l'inverse pour justement limiter cette criminalisation-là. Voilà, et donc j'ai mis merci beaucoup, et j'ai mis des petits contacts ici. Je voulais juste faire un petit mot, là, la Fondation Louveau, je vous invite à aller voir. C'est une fondation, on travaille en Colombie, Brésil, Canada sur enjeux féministes antiracistes. On a des numéros de revue, donc juste ici, les écologies féministes, mouvements féministes, voilà. Donc je vous invite à aller regarder ça, et je suis prête pour la discussion pour les minutes qui restent. Merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment fascinant. J'ai toutes sortes de questions pour toi, mais d'abord, je veux voir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait une question pour Catherine? Pas pour l'instant. Ben, écoute, je vais briser la glace. Je me demandais, en fait, pour comprendre un petit peu plus l'impact économique sur les femmes, parce que, bien entendu, pour ce qui est des rôles sociaux puis de l'impact que ça peut avoir sur les rôles genrés, sur les femmes, bon, les conséquences de l'extraction sont assez claires. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été mentionné dans la conférence que moi j'ai faite. Donc, Mhm. tu vois, moi, dans la conférence que j'avais faite, je parlais, par exemple, tu sais, des femmes qui font la pourda, donc généralement, qui font un travail qui est non formel, qui n'est pas Ouais. rémunéré. Dans ce cas-ci, je me demandais, sur ton terrain, est-ce que les femmes, à la base, pour leur travail à la terre, elles sont rémunérées? C'est une bonne question. Euh, de ce que j'ai vu, bon, moi, je me suis intéressée beaucoup au mouvement, fait que des fois, c'était plus difficile d'avoir concrètement des expériences, là, tu sais, versus toi, là, qui avait, alors, je connais les recherches de Marianne, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. En fait, il y a une petite rémunération, puis justement, oui, tu sais, bon, il y a tout un travail informel qui est créé autour de la région ASDO, Oran, autour des forêts. Donc, oui, les femmes récoltent justement les produits de la forêt, vont les vendre entre eux et tout ça, entre elles et entre les communautés. Puis, je me souviens pas du chiffre, là, mais il y avait un impact direct euh, sur justement le fait que la compagnie minière arrive, détruit ça, donc on éloigne finalement la possibilité d'accès à Ouais. cette ressource-là. Fait que oui, il y a un impact direct économique pour les femmes à ce niveau-là. Mais je sais qu'ils ont créé des alternatives. Tu sais, justement, ça, c'est super intéressant. Tu sais, ils trouvaient des alternatives, justement, mais c'est qu'ils sont obligés aussi de vendre leurs produits plus chers Hmm. parce que c'est moins accessible. Ouais. Et ça crée d'autres enjeux. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que sur le coup, mais c'est ça, à plus long terme, finalement, ça réduit l'accessibilité pour toutes les communautés. Et là, il faut qu'ils marchent encore plus loin. Donc, oui, je dirais que c'est peut-être sur le long terme ou à force que l'extraction minière se fait, qu'elles sont obligées de se déplacer, puis que là, ça l'affecte au niveau économique. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment au niveau de ouais, non, c'est ça. Je pourrais peut-être arrêter là. J'essaie de me rappeler d'une phrase que j'avais. Non. Pas de problème. Puis, je me demandais aussi, clairement, avec le processus d'extraction minier, comme tu le disais, c'est vraiment un emploi qui est des tâches, du moins, qui sont vraiment généralement plus associées aux hommes. Donc, encore une fois, ça vient exclure les femmes de cette zone-là. J'avais deux petites questions pour toi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des exemples de femmes qui réussissent à se trouver une espèce de rôle à travers les tâches qui sont dévolues à ça? Ne serait-ce que par survie, là, même si tu es contre, des fois, tu n'as juste pas le choix d'essayer de travailler. Puis aussi, est-ce que ceux qui vont travailler à l'extraction, est-ce qu'ils vont aller chercher des gens locaux ou bien ça va être des gens de l'extérieur qui vont venir travailler? Ouais, ça, c'est une bonne question. Puis ça, je pense que ça se passe à beaucoup d'endroits dans le monde, Ouais, comme ici, dans le nord du Québec. oui. Euh, c'est que, mais en fait, il y a beaucoup de personnes de l'extérieur de la région qui vont venir travailler dans les mines. OK. Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes de l'extérieur, puis les personnes qui sont là, qui vont être engagées, sont moins payées. En Mm, fait, c'est ce que j'ai vu là, il faudrait des données pour appuyer. J'ai OK. des chiffres peut-être, là, mais tu sais, c'était une des critiques des communautés, c'était de dire, ben, en plus, on est moins payés que les autres qui viennent de l'extérieur. Fait que là, on voit vraiment une marginalisation, tu sais,
Donc, c'est ça. Ça serait intéressant quand même d'aller voir dans les données, mais je suis pas sûre que faudrait que je recherche un petit peu. Et sinon, pour les femmes, euh, je pense que c'est plus au niveau de l'appui, donc, parce qu'il y en a hein, dans les communautés qui vont appuyer le projet minier en disant que, bon, on n'a pas le choix, ça va arriver de toute façon, donc, Ouais. en cas, on est mieux de travailler. Puis les femmes, justement, tu sais, bon, dans l'idée de la famille et tout ça, donc il y a une acceptation dont la famille va accepter ça, il va travailler pour la mine, mais je lisais beaucoup de regrets d'avoir fait ça. OK. De regrets parce qu'il y a une stigmatisation du reste de la communauté, premièrement, qui se fait envers ces personnes-là parce que, tu sais, il y en a un qui disait justement, un des membres de la communauté disait, moi, au début, je militais contre. Là, finalement, j'ai décidé d'être pour parce qu'il m'offrait un travail. Mm. Mais là, finalement, je regrette parce qu'on me demande, la compagnie minière me demande d'aller faire la promotion de la mine auprès de la communauté. Fait que là, je OK. me retrouve comme, il faut que j'aille revoir mes amis, famille, tu sais, pour dire, hey, vive la mine, puis venez travailler à la mine. Fait que là, il dit, puis il dit, j'ai pas d'impact, tu sais, je suis moins payée. Puis là, c'est là que les femmes voient les répercussions comme à travers ça, ou est-ce que Mm. c'est ça, je l'ai vu beaucoup, puis on le voit beaucoup ici aussi, c'est au niveau de la consommation qui est un gros problème. C'est Ouais. que par exemple, les hommes qui vont accepter de travailler à la mine, ben, ils vont avoir de l'argent qu'on va leur donner, puis ils sont pas, c'est pas, puis tu le sais autant que moi, mais je veux dire, avoir de l'argent quand tu es habitué d'avoir ta nourriture, de faire des échanges avec les communautés, tout ça, mais là, souvent, avec l'argent, ils vont s'acheter un truck, ils vont s'acheter tu sais, ils vont s'acheter comme du matériel, puis ils vont commencer à consommer. Il y a beaucoup de problèmes de consommation d'alcool, par exemple. Et là, c'est là que les femmes deviennent comme vraiment impactées de ça, Ah parce que oui. là, ils disaient, ben, on se retrouve avec un mari qui, qui se promène, puis qui, avec son truck, puis qui consomme. Tu sais, Et je dis souvent, rien cette là-dedans, mais tu sais, consommation-là, cette consommation-là, ça vient avec la violence conjugale. Moi, j'avais oui, vécu c'est sur mon ça. terrain. Ouais. Puis tu Mm. sais, mais c'est juste que c'est fou le lien parce que c'est la même chose dans plein de contextes extractifs, là. C'est incroyable, tu sais. Puis les femmes, c'est ça. Donc, les femmes qui sont celles qui travaillent le plus pour répondre aux besoins de la famille, bien là, en plus qu'elles doivent travailler encore plus à cause que les moyens de subsistance sont beaucoup plus loin. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. C'est des impacts, des répercussions le plus qui s'imbriquent, là. OK. Oui, j'ai une question de Geneviève. Oui, ben, merci beaucoup, Catherine, pour ta présentation. C'est vraiment génial. Euh, Moi, en fait, de qu'est-ce que j'ai retenu un peu quand tu parlais, c'était surtout le fait que l'État devenait un peu un outil des multinationales de par un nombre de lois qui permettent de faciliter leur opération dans le Chhattisgarh. Euh, Par la suite, on a parlé de repolitiser les processus extractifs, puis de prise de responsabilisation des compagnies et de l'État. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait aussi d'autres euh, moyens de résistance qui sont pas nécessairement, qui vont pas nécessairement dans ce sens-là non plus, ou des moyens multiples de résistance que tu as rencontrés, qui peuvent aussi être de l'ordre, par exemple, de l'organisation autonome ou qui vont carrément contre l'État, en fait, euh, dans ton terrain. Oui, c'est vraiment une bonne question. Merci, Jeff. En fait, bon, premièrement, l'État est un outil des multinationales, mais est très complice aussi. Donc, les multinationales sont aussi un outil de l'État. Donc, tu sais, en tout cas, là, je parle vraiment dans le contexte indien, là, dans le sens que c'est ça, je pense qu'ils sont autant responsables dans ce contexte-ci. Donc, on a le gouvernement Modi qui est vraiment pro-mine. Et là, il y a la multinationale, par exemple, Adani, mais aussi, hein, c'est des compagnies minières d'État. Donc, les États indiens ont des compagnies minières aussi. Donc, ce lien-là entre l'État et la compagnie minière est très lié. Quand je parlais de repolitisation, je ne voulais pas nécessairement dire non plus repolitisation, mettre ça dans le débat politique classique. Mais plus d'en parler parce que je pense qu'en Inde, c'est ça un des enjeux, comme je le disais, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'invisibiliser l'impact on ne veut pas trop le montrer. Puis en fait, on ne peut pas trop le montrer. Puis en plus, c'est sur des communautés qui sont marginalisées comme les Adivasis, les Khas et tout ça. Donc, il y a j'essaie de le dire
faire attention, mais dans le contexte actuel indien, il y a si on veut, une mouvance politique du gouvernement très de droite qui veut justement qui veut qu'on reste dans cette société hiérarchique-là de caste et de classe, et donc la discrimination des basses classes et castes et même des adivasi. Donc, c'est beaucoup dans l'esprit social. Donc, on a vraiment... ouais, j'essaie de faire mes mots en plus, c'est enregistré pour faire attention. Ouais. Mais bref, je parlais pas nécessairement d'une repolitisation de ça, mais bien d'une repolitisation justement collective au niveau des résistances. Par rapport à l'État, oui, il y a de l'organisation autonome, puis on le voit dans le Maharashtra, par exemple, qui n'est pas nécessairement, bon, qui est un peu en lien avec l'extraction minière, mais puis c'est beaucoup au cœur de mes recherches ici, là, donc des communautés qui vont s'organiser autour de la Gram Sabha, qui est une assemblée populaire à l'échelle locale, puis qui vont dire, ben nous, le pouvoir est dans la Gram Sabha, qui est une institution, qui est une assemblée qui est reconnue par la Constitution, mais qui était là avant aussi, donc avant la colonisation de l'Inde, qui a vraiment une histoire traditionnelle et tout ça, et des communautés qui vont dire, ben nous, notre pouvoir, il est là, il n'est pas à l'État. Donc, on a ça, il y a ces formes d'auto-organisation-là qui se font, puis qui, justement, qui ensemble, en s'alliant, puis ça a fonctionné dans le Maharashtra pour justement, par rapport à une des forêts qui a le nom du village m'échappe, mais ces plusieurs petits villages se sont associés ensemble et on dit, ben le pouvoir appartient à la Gram Sabha, nous, on a notre pouvoir ici. Donc, on reconnaît quand même le pouvoir de Delhi puis du Maharashtra, donc il y a quand même une reconnaissance de l'État, mais notre pouvoir est ici. Ils ont réussi à repousser un projet minier et à développer leur interdépendance, leur autosuffisance plutôt à l'échelle locale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, je dirais que le lien avec l'État a comme pas le choix. C'est un peu difficile de le mettre de côté parce que, surtout dans un contexte extractif comme, mettons, celui d'Aldeo, parce que l'État, c'est l'État qui est là. Je veux dire, avec la compagnie minière, même s'il y a une absence de l'État, elle est derrière, puis l'État défend les pratiques, tout ça. Donc, je pense qu'il y a plus un pouvoir subversif qui est développé pour justement on reprend les politiques de l'État, les lois de l'État et ce que la Constitution dit qui protège les droits, puis on remet ça contre l'État. Puis ça, c'est un gros travail, c'est beaucoup le cœur de ma thèse. Je ne sais pas si il faudrait en reparler pour les détails et tout ça, mais donc, fait que là, c'est ça, c'est comme l'État est important, mais on utilise l'État contre l'État un peu. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, je peux en dire d'autres, mais je vais arrêter ici. Merci, Catherine. Parfait. Écoute, il est déjà 27 ans, mais j'aurais une... Oh oui, Émilie, je ne sais pas si... Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre qui avait une question? Parce que sinon, je vais en avoir une. OK. OK. Je me demandais aussi, peut-être pour finir, tu as parlé, par exemple, que les mouvements militants, c'était vraiment une attaque à l'intérêt national. C'était vraiment présenté comme ça. Mais tu sais, ça vient nécessairement avec un mouvement de répression, donc nécessairement un risque pour les personnes qui militent, mais aussi pour les personnes qui travaillent sur ce militantisme-là. Donc, ça me vient un peu, je serais curieuse de voir un peu, toi, comment est-ce que tu as, de un, en tant que femme, jonglé avec le risque sur un terrain qui en génère, ou sur des entretiens, nécessairement, qui en génèrent. Et puis, est-ce que ce risque-là, il était ressenti aussi sur place auprès des militants? Bon, c'est une bonne question. En fait, et là, ouais, c'était un gros enjeu, puis ça a été des gros questionnements éthiques. Donc, oui, sécuritaire, mais aussi éthique dans ma recherche. Bon, pour la petite histoire, j'étais censée y aller. En fait, je suis allée en Inde en 2019 pendant quelques mois. J'étais censée y retourner pendant la pandémie. Il y a eu la pandémie. Donc là, je suis retournée de façon un peu plus intensive, donc à l'automne dernier. Et bon, on m'avait prévenu que c'était super difficile parce que le Chhattisgarh n'est pas un État qui est très touristique non plus. Il n'y a pas vraiment de touristes qui vont au Chhattisgarh, surtout pas dans les régions rurales. Donc, il y avait oui, les enjeux de sécurité, moi, en tant que femme. Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner, vraiment.
Oui, ce qui sont clairement pas les mêmes pour d'autres chercheurs hommes que que je connais. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est un des enjeux. Mais c'est aussi au niveau de, moi, ma principale question, c'est en quoi que ma présence va avoir un impact sur le mouvement là-bas. Et ça, parce que moi, dans le fond, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à aller autour de la région ASDO. J'ai pas réussi à me rendre sur les lieux de protestation parce que le moment où j'étais censée y aller, il y a eu la deuxième phase du projet d'exploitation a été annoncée. Et là, la police était là, il y avait des barricades. Donc, c'était vraiment intense le jour même que j'étais censée y aller. C'était pas prévu et tout ça. Et mes personnes contact m'ont dit, c'est mieux de pas y aller parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on t'arrête. Et en fait, donc, l'aspect sécuritaire pour moi, hein, puis tu sais également, Marianne, mais en tant que femme, moi, personnellement, mon expérience, c'est d'aller. J'ai été dans beaucoup d'espaces, surtout dans les régions rurales. J'ai de la misère à faire ma propre trajectoire. Donc, on va m'amener beaucoup à plein d'endroits sans que je comprenne vraiment où est-ce qu'on m'amène et tout ça. Donc, il y a cet enjeu-là. Mais mon principal questionnement, c'est en quoi que ma présence peut influencer le mouvement puis avoir un impact négatif. Puis c'est là que c'était le cœur de l'enjeu, c'est que justement, en raison du gouvernement indien et des nouvelles politiques, il y a aussi une des nouvelles lois qui a été renforcée, qui est de limiter le financement, dans le fond, de couper tout ce qui est lien étranger. Donc, toutes les organisations non gouvernementales ou les groupes qui ont du financement externe, international, donc de couper leur financement, de couper aussi, de contrôler leur travail. Donc, moi, en allant là, physiquement, en étant blanche sur le terrain, je risquais qu'on associe le groupe de résistance à une personne internationale et que ça atteigne leur mouvement. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, là, mais donc, à cause de la criminalisation, de toutes les lois justement pour limiter le financement international des ONG. Donc moi, j'ai travaillé avec une petite ONG locale qui sont 3 personnes, mais qui refusent toute aide externe. Donc, j'ai pu travailler avec ces personnes-là. Donc, je les ai rencontrées autour et tout ça. C'est des gens dont un qui vient de la communauté qui a créé le mouvement. Donc, ça fait 12 ans qu'il travaille là sur le terrain. Donc, j'ai parlé aussi à l'avocat qui vient aussi du Chhattisgarh, qui est devenu un avocat en environnement, puis qui a pu me parler. Donc, je suis comme allée autour parce qu'il y avait vraiment un risque d'aller parler avec les communautés. Et après ça, on m'a proposé aussi de parler indirectement, peut-être avec un Zoom, quelque chose comme ça, ou un WhatsApp plutôt avec les communautés. Mais ça bouge, hein, nous, en tant que chercheurs, on est comme on n'est pas sur le terrain tout le temps, quotidiennement, depuis 10 ans, pour voir comment que c'est un stress constant. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on m'a dit beaucoup, puis ça, j'étais vraiment contente, c'est que même s'ils n'ont pas le droit même s'ils refusent toute aide externe, ils veulent qu'on parle de leur mouvement, ils veulent qu'on en parle. Puis ça, je pense que c'est ça. C'est peut-être la richesse. Donc, on pourrait continuer à en parler. Je viens de voir l'heure, mais donc, de ne pas nuire au mouvement, ça, je pense que c'est un enjeu important qu'il faut toujours se rappeler, nous, en tant que chercheurs. Comme, Ben, super, merci beaucoup Catherine, c'était vraiment fascinant. Si jamais vous avez des questions pour Catherine, vous pouvez me les envoyer à l'IREF aussi. On se chargera de faire de faire le passage vers Catherine. Donc, merci énormément pour ta présence. C'était vraiment génial. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, la dernière conférence de cette série de conférences aura lieu la semaine prochaine, le 26. Donc, c'est en remplacement de la conférence qui devait avoir lieu le 29 mars sur l'impact des changements climatiques sur les Montréalaises. Donc, vraiment sur un terrain qui a été fait ici par le Conseil des Montréalaises. Donc, vous êtes toute la bienvenue là, à venir participer. Donc, voilà, merci beaucoup, Catherine, et au plaisir de tous vous revoir. Merci, au revoir.